Bonjour à tous, ici Marc du site thebigwin.com, le site de finance référence en France. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur un sujet de corporate finance souvent nébuleux pour de nombreux juniors ou candidats en fusion-acquisition et qui pourtant est le cœur du métier, le process en M&A, c'est-à-dire comment se déroule une opération M&A du début à la fin. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet d'un processus d'opération M&A, voyons voir le vocabulaire vraiment basique. Pour les spécialistes, je sais que j'aborderai pas la totalité du jargon, mais disons la base pour bien comprendre une opération M&A et pas se perdre entre les différents termes qui rentrent en ligne de compte. Donc, tout d'abord, le vendeur, évidemment, qui est souvent appelé le seller, avec du bon vieux franglais. On n'a rien inventé de plus original, donc il s'agit de l'entreprise, du fonds d'investissement ou même d'un particulier qui vend une entreprise ou une filiale dans le cadre d'une société. Les acheteurs ou les potentiels acheteurs, buyers, toujours en anglais. Là, il s'agit toujours pareil d'une entreprise, d'un fonds d'investissement, ça peut être même une banque ou d'un individu qui est cette fois-ci intéressé pour acheter la société qui est mise en vente. La cible, là, il s'agit de justement la société qui va être vendue par le seller aux buyers et on l'appelle la target, toujours en franglais, pardon. Et enfin, la due diligence. La due diligence, c'est un terme dont vous entendrez sur une phrase sur deux si vous êtes amené à travailler en M&A. Une due diligence, il s'agit de l'analyse de la cible qui est faite par les potentiels acheteurs pour mettre en lumière tous les risques à cette acquisition, tous les potentiels économiques de la cible, et donc aboutir à une valorisation à proposer au vendeur, au seller, pour acheter la cible. En gros, la due diligence, c'est l'analyse de la cible dans son ensemble, sous toutes ses coutures. C'est son analyse évidemment financière, mais aussi c'est l'analyse juridique de l'opération, l'analyse comptable et surtout l'analyse technique pour bien comprendre le cœur d'activité de la target et donc les axes stratégiques à mettre en place pour en tirer tout le potentiel économique après l'avoir acquise. Donc voilà pour la base de la base, encore une fois, des termes techniques. Alors avant de vous présenter en détail le processus d'une opération M&A, je vous rappelle que sur notre site thebigwin.com, vous pouvez retrouver tout notre contenu avancé pour booster votre carrière en finance, que ce soit en corporate finance, en contrôle de gestion, même en gestion d'actifs, et notamment des guides d'entretien pour vous préparer au mieux, des guides Excel pour apprendre à modéliser sur Excel et VBA, c'est quand même la base quand on veut travailler en finance, ou des fiches de révision. Et par ailleurs, je vous rajoute sous la vidéo un lien cliquable vers notre kit de candidature 100% gratuit qui contient donc un guide de 5 secrets pour réussir sa carrière en finance et 15 conseils pour un CV réussi en finance. Entièrement gratuit, il vous suffit de cliquer sur le bouton pour le télécharger. Alors, continuons là où nous sommes arrêtés. Donc, au sein d'un process M&A, on découpe l'opération en plusieurs phases. La phase numéro 1 et la base, c'est-à-dire celle qui regroupe le plus d'acteurs. En gros, la phase 1 d'une opération M&A consiste, pour le vendeur, à sonder le marché, à sélectionner le plus large panel d'acheteurs possible et à commencer à leur présenter la target pour obtenir des premières propositions d'achat. Donc, la première étape de la phase 1, c'est l'envoi du teaser. Alors un teaser, qu'est-ce que c'est? C'est un document de 2 à 4, 5 pages, généralement pas plus, qui résume l'opération, qui présente la target, généralement sans en donner le nom précis, ni le nom de la target, parfois même ni le nom du vendeur. Et dans ce cas, c'est envoyé soit par le cabinet d'avocat du vendeur ou par sa banque conseil, voire par son cabinet type Big Four, s'il est assisté d'un tel cabinet. Donc, ce document de quelques pages, donc le teaser,
résume de manière très très succincte l'opération et la target, et il est envoyé à un très grand nombre d'acheteurs potentiels, d'entreprises qui pourraient être potentiellement intéressées par cette acquisition. Toutes les entreprises qui reçoivent le teaser et qui sont intéressées, en général, répondent avec une lettre d'intention, une LOI, Letter of Intention en anglais, pour dire qu'effectivement, de manière tout à fait officielle, ils sont intéressés par cette opération, ils aimeraient en savoir plus. À partir de là, généralement, le vendeur renvoie aux acheteurs potentiels qui ont envoyé une lettre d'intention un NDA, Non-Disclosure Agreement, tout simplement un accord de confidentialité. Chaque acheteur potentiel le signe et le renvoie au vendeur, ce qui permet d'être sûr, s'il est bien respecté, mais normalement il doit l'être, que l'opération, avant en tout cas qu'elle soit finalisée, ne fuitera pas, que ce soit dans la presse ou auprès d'autres entreprises ou d'autres entités sociales qui pourraient voir d'un mauvais œil cette opération, ou même auprès de concurrents. L'étape d'après, quand tout le monde a signé l'accord de confidentialité, est l'envoi par le vendeur de la process letter et du mémorandum d'information à tous les acheteurs potentiels. La process letter, qu'est-ce que c'est ? C'est un document très court qui résume toute l'organisation de l'opération de M&A, en résumé, ce que je suis en train de vous expliquer. Le mémorandum d'information, lui, est un document généralement plus volumineux, de 50 à 150 pages, qui explique, qui présente même la cible, les détails de l'opération, et qui permettra donc aux acheteurs de commencer à faire leur analyse et à calculer des valorisations pour fournir un premier prix. À partir de là, donc, les acheteurs potentiels qui sont toujours dans le process vont faire leur première due diligence, donc leurs premières analyses pour analyser les risques et les opportunités de cette opération, et vont calculer leur première valorisation. Alors là, je vous renvoie à nos différentes vidéos et articles de blog sur le sujet des valorisations, hein. Il existe une myriade de méthodes possibles, que ce soit par les multiples, par les DCF, les DDM, etc. Donc chaque acheteur, va calculer une valorisation, va faire son analyse de risque, et une fois tout ce travail fait, dans les délais donnés par le vendeur et indiqués dans la process letter, ils vont renvoyer au vendeur leur NBO, Non-Binding Offer, en bon français, offre non engageante. En gros, chaque acheteur qui est effectivement intéressé va soumettre donc une offre au vendeur en lui disant « moi, je suis prêt à débourser tel prix pour la target, dans telles conditions. Mais actuellement, c'est juste une proposition qui ne m'engage pas légalement parlant. » Donc, le potentiel acheteur qui a remis cette NBO peut se retirer encore à tout moment du processus sans pouvoir être poursuivi juridiquement ou devoir payer un quelconque dommage et intérêt au vendeur. Pour l'instant, toutes les offres sont non engageantes. À partir de là, l'étape suivante, c'est l'entrée dans la phase 2. Donc, dans la phase 2, l'idée est de sélectionner toutes les offres non engageantes qui ont été les plus intéressantes. Donc le vendeur les sélectionne, généralement pas seul, il se fait assister de sa banque d'affaires qu'il conseille, pour en retenir qu'un petit panel, les 2, 3, 4 meilleurs, parfois même qu'une seule, pour poursuivre des négociations en exclusivité, c'est plus rare, et donc continuer le process plus en détail. Donc à partir du moment où un petit nombre de non-binding offers a été retenu, généralement le vendeur va ouvrir une data room. Alors une data room, qu'est-ce que c'est ? C'est un nom technique pour dire très simplement un cloud. En gros, c'est un espace en ligne sur lequel le vendeur et les acheteurs vont pouvoir partager un très grand nombre de documents. De manière sécurisée. Donc, contrairement à un cloud classique comme ce que vous pouvez connaître, une Dropbox, Google Drive, etc., c'est quelque chose de beaucoup plus sécurisé. Mais en termes pratiques, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire c'est un espace en ligne sur lequel on peut stocker et partager des documents. Donc là, le vendeur va pouvoir partager un grand nombre de documents juridiques, financiers et techniques avec les quelques acheteurs qui ont été retenus lors de la phase 1 et qui continuent donc en phase 2 et qui vont, avec ces documents plus poussés, pouvoir poursuivre leur analyse de manière plus détaillée. Donc, la due diligence des acheteurs potentiels continue.
Généralement, en plus des documents partagés dans la data room, au moins une fois par semaine, les potentiels acheteurs peuvent envoyer un lot de questions aux vendeurs pour pouvoir affiner, s'ils ne trouvent pas toutes les informations dont ils ont besoin dans la data room, pouvoir demander des documents complémentaires, pouvoir répondre à leurs questions, etc. Ils poursuivent leur due diligence, en général assistés eux aussi, les acheteurs potentiels, hein, de cabinets d'avocats, de cabinets d'études techniques, d'une banque d'affaires et de cabinets d'audit et de TS. Une fois cette due diligence beaucoup plus poussée terminée, cette fois-ci, les potentiels acheteurs qui sont toujours intéressés vont remettre une BO, Binding Offer, cette fois-ci une lettre engageante, c'est-à-dire que cette fois-ci, une fois qu'ils ont signé et envoyé ce document au vendeur, ils s'engagent à acheter la target au prix annoncé dans ce document et aux conditions présentées. Donc là, ça devient engageant, juridiquement parlant. Généralement, le vendeur, assisté toujours de sa banque conseil, va poursuivre les négociations, essayer de gratter forcément un peu plus auprès de chaque acheteur pour pouvoir sélectionner la meilleure offre d'achat parmi toutes celles qui lui ont été présentées. On rentre alors dans la dernière phase, le signing et le closing. Donc le signing, qu'est-ce que c'est? Après avoir sélectionné donc tout d'abord la meilleure offre parmi toutes les binding offers qui lui ont été envoyées, donc celle qui présente le meilleur équilibre entre le prix et les conditions d'achat, eh bien l'acheteur finalement retenu et le vendeur vont passer à l'étape du signing, c'est-à-dire la signature du SPA. Le SPA en anglais, Share Purchase Agreement, c'est le document qui résume toutes les modalités de la transaction, c'est-à-dire les modalités sur lesquelles le vendeur et l'acheteur s'engagent dans la transaction M&A finale. Donc, le Share Purchase Agreement, vous en doutez, présente le prix de la transaction, les modalités de calcul de ce prix, s'il peut évoluer dans les prochaines semaines ou s'il est découpé en plusieurs paiements différents. Ça va résumer aussi les conditions d'achat, les conditions ensuite potentiellement de gouvernance de la target si le vendeur n'en vend qu'une partie, etc. Et surtout, le Share Purchase Agreement va aussi résumer ce qu'on appelle les clauses suspensives, c'est-à-dire les clauses ou les conditions préalables, les clauses juridiques qui doivent être levées pour pouvoir finir la transaction. En effet, le Share Purchase Agreement, le SPA, n'est pas le document vraiment de la transaction. Une fois signé, l'acheteur n'a pas encore acheté la target et le vendeur ne l'a pas vendue. Ils se sont juste engagés pour l'un à la vendre, pour l'autre à l'acheter dans les conditions présentées dans ce document, à condition que toutes les clauses suspensives résumées dans le Share Purchase Agreement soient levées dans les prochaines semaines, jours ou mois. Il peut y avoir un nombre infini de conditions suspensives ou conditions préalables à la vente. Ça peut être par exemple la levée de clauses anticoncurrentielles. Typiquement, l'Union européenne, si on se place en Europe, peut bloquer la transaction parce qu'elle jugerait que à la fin, l'entité finale aurait un monopole. Donc l'Union européenne peut dire non, moi je valide la transaction que si l'acheteur se sépare de telle ou telle activité pour pas qu'il ait un monopole. Ça peut être une des conditions préalables à la vente qui sera résumée dans le SPA. Et donc, tant que le vendeur n'a pas trouvé une solution pour répondre aux demandes de l'Union européenne, en termes anticoncurrentiels, la vente n'est pas finie. On reste dans cette étape intermédiaire avec un SPA signé, mais une vente toujours en attente. Et ensuite, la dernière étape, une fois que toutes les conditions préalables ont été levées, c'est le closing, c'est-à-dire là, effectivement, la vente définitive. L'acheteur et le vendeur se retrouvent autour d'une table. Le vendeur procède au virement bancaire. Et tous les documents finaux sont signés, c'est-à-dire le pacte d'actionnaires, etc. Ce qui fait que légalement, la target devient la propriété de l'acheteur et le vendeur s'en débarrasse. À partir de là, la transaction est finie. Il peut arriver que la transaction ait des conséquences qui se poursuivent un peu dans le temps, notamment si des compléments de prix sont prévus du vendeur à l'acheteur en fonction notamment des résultats financiers futurs de la target. C'est plus rare. En général, une fois le closing signé, le gros de la transaction est fait et on considère l'opération terminée. Donc voilà, je vous ai résumé
la totalité d'un process M&A. Encore une fois, c'est une version très simplifiée. Si vous êtes un spécialiste du M&A, vous trouverez sans doute des détails à ajouter, mais grosso modo, une opération M&A se passe comme ça, avec tous les termes que je vous ai indiqués au cours de cette présentation. Maintenant, on peut voir aussi quelques acteurs clés d'une opération de M&A, puisque pour l'instant, avec le jargon technique du début, on a vu le seller, le buyer et la target, mais une opération fait intervenir un peu plus de monde que ça, d'où sa technicité. Donc le vendeur, on en a parlé, hein, c'est l'entreprise qui vend l'entreprise cible. Les acheteurs potentiels, encore une fois, je ne vais pas me répéter, je l'ai déjà dit au début, c'est toutes les entreprises, fonds d'investissement ou individus qui peuvent être intéressés par l'achat de la target, de la cible. Il y a évidemment les célébrissimes banques d'affaires, hein, au premier rang desquelles on peut penser évidemment Rothschild, Lazard, Goldman Sachs, JP Morgan, etc., les boutiques, diverses et variées. Une banque d'affaires, quel est son apport dans une opération de M&A? Il est énorme puisque elle va assister soit le vendeur, soit l'acheteur, hein, en fonction de qui l'a mandaté, pour l'aider techniquement dans la due diligence, mais aussi pour l'aider dans la mise en place côté vendeur du processus M&A, donc tout le processus que je viens de vous décrire, où effectivement le bon respect de ce processus dans le cas des acheteurs, être sûr que rien n'est fait en retard, que tout correspond aux attentes du vendeur, etc. C'est aussi elle généralement qui va procéder au gros des travaux de due diligence financier et de valorisation pour le compte du vendeur ou de l'acheteur. Et enfin, c'est elle qui va vraiment jouer le rôle de chef d'orchestre entre tous les acteurs, donc le vendeur, l'acheteur et les autres acteurs que je vais vous présenter dans la suite de cette slide. En général, elle est payée avec une toute petite part de fixe et une grosse part de variable, c'est-à-dire que si l'opération se fait, la banque d'affaires touche un pourcentage sur le montant de la transaction finale. Le deuxième grand acteur en dehors du vendeur et de l'acheteur d'une opération de M&A, c'est évidemment le cabinet d'avocats qui va assister le vendeur ou l'acheteur. Donc chacun prend son propre cabinet. Lui, il gère toutes les problématiques juridiques. Alors d'une part, côté acheteur notamment, toute la due diligence juridique, être sûr que côté de la cible, tout est carré juridiquement parlant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de procès en cours, il n'y a pas de poursuite par un salarié, par un syndicat, que l'opération respectera bien notamment les règles anticoncurrentielles, comme je viens de vous le dire, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la partie due diligence. Et ensuite, pour la partie transaction pure, c'est le cabinet d'avocats qui va s'assurer que tous les documents qui entourent la transaction sont bien carrés, le pacte d'actionnaires, etc., que tous les souhaits du vendeur ou de l'acheteur sont bien respectés dans ces documents, que ces documents reflètent bien les attentes du vendeur et de l'acheteur. Donc les cabinets d'avocats ont aussi une masse de travail énorme, comme les banques d'affaires. Et enfin, les cabinets de TS pour Transaction Services, en général, ce sont les Big Four, KPMG, Deloitte, EY, PwC. Bon, alors il y a des cabinets d'audit qui donc ça c'est le cas de grands cabinets d'audit qui ont des unités de TS, mais il y a aussi des cabinets qui se sont spécialisés uniquement dans le TS. Au moment où je vous parle, on peut par exemple penser au cabinet français Eight Advisory qui ne fait que du TS. Donc eux, ils sont chargés de la due diligence purement financière et comptable de la cible, c'est-à-dire qu'ils vont vérifier que tous les états financiers fournis par le vendeur sont bien justes. Ils peuvent faire des travaux de valorisation eux aussi, un peu comme les banques d'affaires, même si c'est moins leur spécialité. Et donc, ils vont effectivement vérifier que côté comptable, dans la due diligence, tout est bien carré. Ils vont aussi vérifier les impacts comptables de la transaction sur les résultats comptables de l'acheteur et du vendeur. Voilà, ils peuvent intervenir sur tous ces sujets. Donc voilà, en gros, les principaux acteurs d'une opération de M&A. Je ne l'ai pas noté sur cette slide, mais on pourrait ajouter, dans des cas assez spécifiques, de cabinets d'audit technique. Si la target, il s'agit d'une infrastructure, d'un pont par exemple, d'un aéroport ou de choses comme ça, l'acheteur peut mandater aussi des cabinets d'ingénierie
pour vérifier que techniquement, en termes métier, côté cible, tout est bien carré, qu'il n'y a pas de vis café, etc. Donc voilà, je vous ai présenté tout ce qui est un processus M&A, donc de fusion-acquisition. Donc si ce métier vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site thebigwin.com. Nous avons énormément d'articles sur le sujet du M&A, que ce soit sur les méthodes de valorisation, sur les différents métiers qui tournent autour de ces problématiques. Donc n'hésitez pas et surtout à accéder à notre contenu avancé pour booster votre carrière. À très vite pour une nouvelle vidéo.